Donc, je vais vous proposer quand même, dans le cadre de cette, on va dire, table ronde, grandir dans une société numérique, le rôle de l'école, le point de vue des parents, un petit tour de table. Donc, je vais vous demander de dire, en ce qui concerne les parents, donc on est d'accord, tout le monde parle français, il n'y a pas de problème, pas besoin de traduction, de dire dans quelle classe vous avez des enfants. Hein. Donc, je commence. Christophe Gallet, proviseur du lycée français Molière de Saragosse et coordinateur du réseau Mission laïque française en Espagne. Bonjour, Florence Robert, maman d'une enfant en CE2. Bonjour, Esperanza Portas, maman de 2 enfants en 6e et 4e. Bonjour, Nidal Klink, référente numérique au lycée Alphonse de Lamartine de Tripoli et prof de technologie. Bonjour, Loïc Stanchina, parent de 2 enfants de 5e et grande section. Bonjour, Pilar Ruiz, CPE au lycée Molière de Saragosse. Bonjour, Eva Pérez, et maman d'un enfant en moyenne section. Dominique Javel, proviseur du lycée Nar Ibrahim au Liban. Valérie Servissol, proviseur du lycée de Villanueva de la Cañada. Bonjour, Hassan Zawak, enseignant de mathématiques à Marrakech, Maroc. François Cordy, proviseur du lycée français de Palma et parent de 3 grands-enfants, dont un geek. Dont un geek, ça. Bonjour, Javier Luiso, le papa d'enfant de CM2. Bonjour, David Prieto, professeur de mathématiques et référent TIS pédagogique, Villanueva de la Cañada. Bonsoir, Diego Hidalgo, père d'enfants de CE2. Muriel Fabre, directrice primaire au lycée Molière de Saragosse. François Faguaga, enseignant de sciences physiques, référent au Maroc, je suis à Casablanca, et papa de 3 enfants aussi. Bruno de Vauchel, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers en France, et par ailleurs père de 3 enfants et grand-père de 6 petits-enfants. Michel Bure, adjoint directeur général de la mission laïque française, chef du service de la pédagogie. Père de 3 filles, il faut préciser. Bonsoir, Sébastien Tabouille, professeur CE1 à Saragosse. Et père de 2 enfants aussi. Émilie Garcia, enseignante en CE1 et maman aussi d'un grand garçon. Alexis Kaufmann, professeur de mathématiques et père d'enfants de 3 ans et de 18 ans. Donc, toute petite section et terminale. Sylvie Maudir, proviseur adjoint du lycée Mermoz, Abidjan, Côte d'Ivoire. Bien, oui, donc merci à vous, parents, de vous être déplacés, de vous être rendus disponibles. Nous sommes, nous, très heureux acteurs de la mission laïque française, professeurs, personnel de direction, des personnels référents techniques sont là dans votre lycée pendant 3 jours. Ce sont les premières rencontres numériques. Ce sont d'abord, on a pu le dire, des rencontres humaines et c'est tout à fait normal que dans la réflexion qui est la nôtre sur les stratégies numériques en établissement scolaire s'ouvre également à vous, parents, et qu'il est important pour nous, responsables d'établissement, quelles que soient les fonctions, quels que soient les établissements, quels que soient les pays, parce que c'est un problème mondial, un problème ou une problématique mondiale, de réfléchir avec vous à la question du numérique. Le numérique, il est présent à l'école, il est présent dans la société, il est donc présent chez vous tous les jours, vous en tant que parents adultes, responsables, mais également auprès de vos enfants, même pour les plus petits d'entre eux. On ne peut pas ignorer aujourd'hui l'impact du numérique, de l'écran, quel que soit cet écran, sur peut-être les apprentissages, sur l'éducation, sur l'épanouissement, le bien-être. Et donc on a en effet un certain nombre de questions, d'échanges. On a ouvert un forum sur notre site MLF numérique. Je ne sais pas si vous en aviez pris connaissance. On a posé des questions un peu génériques. D'abord sous l'angle peut-être d'abord, et c'est peut-être par cette première question que je vous propose de commencer. Est-ce que le numérique pour vous, est-ce qu'il est source d'inquiétude ou de vigilance? Avant d'être peut-être dans une approche, évidemment, je l'espère aussi, un peu plus positive,
Mais peut-être parce qu'on a commencé aussi ainsi, et vous le verrez, vous pouvez le lire sur le forum, les parents qui se sont exprimés librement ont plutôt manifesté de l'inquiétude, un questionnement et en effet un degré de vigilance plus important que dans le passé. Comme si la vague d'enthousiasme, pour reprendre l'expression de la vague ou l'image de la vague d'enthousiasme peut-être du début des années 2000 est en train de retomber ou en tout cas prendre une autre dimension. Donc je me tourne vers vous et encore une fois, vraiment merci de contribuer à alimenter notre réflexion parce qu'on ne peut pas nous construire quelque chose sans vous. Et c'est très important de nous associer à vous, que vous-même, en tant que représentant, vous puissiez alimenter notre réflexion sur ce sujet. Je pense que les parents peuvent intervenir à partir de là. Oui, spontanément, oui, source d'inquiétude. Source d'inquiétude que ce numérique remplace et élimine totalement l'ancienne méthode, puisque le papier surtout. Donc un outil supplémentaire bien, et je crois que tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est comme toute chose dans la vie. Voilà. De l'écriture, prendre un crayon et écrire soi-même, tourner les feuilles d'une page, c'est vrai que pour nous, l'ancienne génération, c'est quelque chose de sacré. Voilà. Bonjour. Pour moi aussi, c'est sans doute une source d'inquiétude et de vigilance. Peut-être que j'ai déjà assumé que la substitution du papier, parce qu'au niveau des travaux de chacun de nous, c'est la même chose, mais pour les enfants, c'est de ce qu'on parle, ça m'inquiète la dispersion que ça suppose quand chaque soir, ils arrivent chacun chez eux pour faire leurs devoirs. Et alors, l'agenda, la classique agenda est complété par la plateforme de la vie scolaire, qui est super, qui est très bien, mais qui a aussi ses risques, parce qu'il y a là les devoirs qui sont inscrits par les enseignants. Alors, il y a le risque pour les élèves de ne pas noter ou de perdre l'importance de noter sur leur agenda les devoirs parce qu'ils sont déjà marqués sur la plateforme, dans laquelle parfois évidemment il y a des erreurs parce que nous sommes tous humains, les profs aussi. Et alors c'est la dispersion de s'asseoir sur l'ordinateur ou sur la tablette, enfin sur l'écran. Et qui implique aussi une surveillance des parents. Ça dépend aussi de la confiance sur les enfants de chacun, mais pour ne pas avoir aussi la tentation pour les enfants de se mettre à consulter autre chose qui ne soit pas la plateforme. Puis, ça pour l'ordinateur et pour les devoirs. Et bon, pour moi surtout, c'est le téléphone, le portable, surtout avec le WhatsApp. Les enfants, bon, là c'est vraiment, il faut donner l'instruction précise de ne pas toucher au téléphone pendant tout l'après-midi, parce que sinon, comme ils sont tout le temps en train de s'envoyer des messages les uns les autres, ils pourraient passer l'après-midi à ne faire autre chose que regarder toutes les 30 secondes le dernier message qui est arrivé. En plus, ils arrivent à penser que c'est important parce que leurs camarades leur envoient des questions sur les devoirs. Ils finissent par se sentir responsables de répondre à je ne sais pas qui sur si le numéro de l'exercice de maths c'était le 35 ou le 42 et sur si la réponse c'est bien 25 ou c'est pas plutôt 35 000. Et ils te disent non mais maman il faut que je réponde. Et enfin, et du point de vue aussi de l'école, parfois même les téléphones sont utilisés à l'école avec la surveillance des profs, mais ce qui transmet aussi l'impression aux enfants du caractère inévitable d'avoir un téléphone quand on est déjà en 6e ou en 5e parce qu'on l'utilise même au lycée. Antonio. Le papa d'Antonio. Bon, moi, je suis très sur la ligne, là, la même chose.
Et on n'a pas encore ces problèmes parce que bon, le grand n'a pas de téléphone. Il a une montre téléphone, donc on est. Mais bon, c'est vrai que c'est un problème que on essaye de ne pas lui donner de téléphone, mais on essaye aussi. On comprend aussi que c'est compliqué parce que il y a beaucoup d'enfants d'amis de lui qui ont des portables. Donc évidemment, c'est aussi pour le WhatsApp, c'est un peu exclusion de celui qui n'en a pas. Donc c'est aussi un problème. Donc on essaye de le retenir, mais bon, ça va être compliqué. Mais on est conscient de ce problème aussi. Évidemment, le WhatsApp, moi je vois, parce que je suis dans les groupes des enfants aussi de quelques téléphones, c'est toutes les 30 secondes, en 2 heures, c'est peut-être 1000 messages, sans exagérer. Évidemment, donc c'est mieux de ne pas avoir le téléphone dans ces cas-là. Parce que franchement, voilà. Et inquiet, je ne suis pas inquiet, parce que bon, je crois que c'est un truc nouveau et on va finir par s'habituer. Et je pense aussi qu'il y aura un moment que ça passera, ça descendra. Et, je veux dire, on a tous eu 15 ans, et bon, c'était pas les téléphones, c'était peut-être autre chose, mais bon. Donc, vigilant, oui, je pense qu'on doit être vigilant, et on doit surtout avoir confiance en eux, qu'ils soient capables de savoir les dangers qu'il y a. En fait, c'est comme la vie réelle, mais c'est multiplié par beaucoup d'ouverture, beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, évidemment. Mais bon, je pense que dans la négativité, il y a plus à gagner aussi, je pense. J'ai une petite question. Vous parlez d'être vigilant, etc. Mais est-ce que vous savez comment être vigilant? Vous êtes vigilant en général, mais est-ce que vous savez quelle stratégie mettre en place pour que ce soit un usage raisonnable ou raisonné? Ouais. Quand il était plus petit avec sa tablette, on avait une sorte de... Il y a des programmes pour les tablettes et tout ça, de Custodio, mais bon, je crois que le mieux, c'est de le faire comprendre les dangers qu'il y a. Qu'il soit le plus conscient possible d'où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il peut se mettre. Et ces dangers-là, vous les connaissez? Danger entre guillemets, évidemment. Non. Comment ça, je les connais? Par exemple, l'usage il y a eu une formation, Antonio il est en 5e. Nos élèves sont cyber-experts, avec la police, la police, Pilar, c'est le policier national, oui. On a rappelé un certain nombre de règles, en tout cas pour l'Espagne. À partir de quel âge peut-on légalement avoir un compte Facebook? À partir de quel âge peut-on légalement avoir WhatsApp? Le savez-vous? Oui, non, j'étais dans cette réunion d'ailleurs. D'accord. Oui, je sais, et je sais aussi que jusqu'à 18 ans, on est responsable les parents de ce qu'ils font sur Internet. Oui, mais le WhatsApp, alors je ne sais plus parce que c'est pas la même chose qu'en France. WhatsApp, Pilar, c'est 16 ans, non? 15, 16, oui. Ouais, 15 ou 16 ans. Instagram, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est Red, je crois que c'est 18 même. 13 ans, me dit-on dans l'oreillette. Facebook, c'est 13, mais WhatsApp aussi en Espagne, mais WhatsApp, c'est un peu plus tard. Bon. Ah voilà. Je passe le micro. Ouais. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Après, derrière, il y a un monsieur qui va prendre la parole. Bonsoir. Alors, pardon. Allez-y. Dans mon cas, heureusement, c'est très tôt parce que ma fille n'a que 4 ans. Il va faire 4 ans au mois de décembre. Mais j'ai l'inquiétude, et c'est pour ça que je suis ici. Une raison pour laquelle je choisis le lycée Molière, c'est parce que, tout au contraire que d'autres écoles, où ils renforcent, ils utilisent trop les écrans, le iPad, tout est autour de 100% autour de iPad. Et par contre, le lycée Molière, je pense qu'il y a un bilan, que les habiletés manuelles, déduire, penser, d'accord, et pas seulement utiliser les écrans. Je crois que c'est les points forts du lycée Molière, d'accord. Et bon, je dois avouer que je montre l'écran à ma fille, et je pense que je suis d'accord avec vous que si on utilise bien le numérique, c'est un supplément, on peut aider.
ce qu'ils apprennent à l'école ou dans les petites écoles, parce que je pense que Carolina a appris les numéros, les couleurs, hein, elle renforce tout ce qu'elle a appris à l'école avec ça. Mais l'utilisation en excès, je pense que c'est très dangereux. Je suis terrifiée si je pense sur ce qui se passe avec les réseaux sociaux, parce que mes amis, ils ont des enfants de 9 ans, 10 ans, ils sont des ados ou pré-ados. Alors je suis terrifiée, parce qu'ils sont tout le temps avec le portable et tout ça. Et je pense que nous, les parents, nous devons aussi savoir que, bon, dans mon cas, j'utilise beaucoup le WhatsApp. Et la fille, elle me voit tout le temps, elle veut le faire aussi. D'accord? Alors je crois que chez nous, on doit limiter un peu ce qu'on fait avec les écrans, mais parce qu'à la fin, nous sommes les exemples pour nos enfants. Hein? Mais bon, le bilan, le numérique doit être présent, mais ça n'est pas la conclusion. Oui, donc moi, c'est par rapport à c'est un peu la même inquiétude que Madame. Je suis surpris d'avoir appris que tous les grands directeurs des grosses entreprises numériques, Apple, Google, ne mettent pas leurs enfants dans des écoles c'est un fake, si sans je peux me écran. permettre. D'accord, je ne sais pas, c'est sorti sur plusieurs oui, mais à voir. Non, Bref, non, après c'est très ça... important, pardon, parce que Oui. c'est peut-être, pardon de vous interrompre, hein, c'est vraiment, mais c'est typiquement ce qui nous préoccupe à l'école, c'est typiquement ce qui doit vous préoccuper tous, en tant qu'adultes, encore une fois responsables d'enfants, d'élèves, mais effectivement, on a eu ce point, et ça a été même évoqué par d'autres collègues. On a une collègue qui vient précisément de San Francisco et qui sait d'où la rumeur est partie, qui est totalement infondée. On est vraiment là dans une fake news qui circule et qui malheureusement alimente quelque chose qui n'aide pas. Parce que le numérique, encore une fois, est présent et c'est déjà assez compliqué. Ce n'est pas la peine, j'allais dire, d'en rajouter pour que tout d'un coup ce soit perçu comme un cheval de Troie qui vivrait dans les... ou s'ingérerait dans vos vies de famille ou dans la classe. Et après, j'ai une deuxième. J'ai la sensation que nos élèves vont tourner, enfin, tout le monde, dans une dizaine d'années, on va avoir une mémoire externe. Oui. Et ça me... Je ne sais pas comment ça va se faire, comment ça va se gérer, mais c'est plus sociétal peut-être. Hein. Mais c'est une appréhension, quoi. C'est une réflexion qui a été posée jadis sur toute l'externalisation depuis la création du livre. L'externalisation, c'est ce que dit Michel Serres par ailleurs avec justesse, c'est que l'externalisation d'un certain nombre de mémoires nous oblige... Alors lui fait une erreur dans son propos, c'est qu'il dit « nous avons perdu la tête ». C'est ce qu'il dit dans sa conférence. En réalité, on n'a pas perdu la tête, mais on fait un autre usage de notre cerveau. Simplement, le problème, c'est que nous sommes dans une période de transition. Nous avons encore beaucoup de choses à mémoriser, et l'école est fondée sur il faut apprendre par cœur beaucoup de choses, mais en réalité, nous allons petit à petit évoluer vers apprendre par cœur à certains moments des choses qu'il est utile d'apprendre, les mettre de côté à d'autres moments parce qu'on sait qu'on va les retrouver, apprendre à les stocker. C'est un temps de transformation, ce qu'on appelle nous de processus cognitif, de forme intellectuelle, que l'on voit arriver petit à petit. Vous le voyez chez des gens qui, par exemple, vous parliez du papier tout à l'heure, de l'écriture. Vous avez beaucoup d'écrivains qui ont commencé à utiliser l'ordinateur et qui n'écrivent plus de la même façon. Mais ils alternent les deux. L'un ne chasse pas l'autre, mais l'un transforme, semble-t-il, l'autre. On ne sait pas pour l'instant vers quoi ça va aller, comme modalité de travail, comme forme d'intelligence, mais il est clair qu'aujourd'hui, le cerveau ne fonctionne pas sans mémoire. Mais il ne fonctionne pas dans une mémoire cumulative, une mémoire strictement cumulative. Et c'est ça le problème que pose le numérique, que pose globalement l'externalisation de toutes les informations que l'on a. Alors maintenant, il faut qu'on accompagne nos jeunes là-dedans. Voilà. Et c'est tout le problème de l'école et des besoins de l'école. Or, l'école, telle que nous la faisons actuellement, reste encore très centrée sur ce qu'il faut savoir par cœur pour obtenir les bonnes notes en classe, etc. Donc pour l'instant, on est dans une période un peu bizarre, mais l'école elle-même n'a pas encore non plus trouvé, par exemple, imaginez que demain matin, les examens de fin d'année ou fin de cycle se fassent avec Internet.
Moi, je le fais avec mes étudiants à l'université. C'est-à-dire qu'on leur fait faire un examen où ils ont le droit à Internet. Eh bien, ça vous oblige à repenser complètement ce que vous demandez aux étudiants. Et donc, c'est d'autres compétences que l'on travaille, complémentaires, pour pouvoir faire ça. C'est un peu ce qu'on a eu quand il y a eu des calculatrices... Absolument. Comment dire, où on pouvait programmer, et puis, alors qu'il y en avait qui travaillaient avec le papier, cosinus, sinus, pour faire des intégrales. À cette période-là, il y en avait tous. Voilà. Et puis on a eu la règle à calcul avant. Hein. Voilà, non, mais voilà. Mais là, c'est démultiplié et voilà. C'est une question. Enfin, c'est une vraie question de transformation de notre fonctionnement de cerveau et donc de l'enseignement. Dans les 10 ans, on va être obligé de changer notre façon de travailler et des exigences qu'on aura pour les enfants, c'est certain. Par rapport à ça, je trouve que les jeunes ont de plus en plus une connaissance que je nomme de passive. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information et ils se disent « ouais, je sais ». Et quand l'information et l'écran est éteint, eh bien, ils ne sont pas capables de... Ils ne sont pas acteurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de... Non, si. Moi, je l'ai noté. La question, elle est par rapport à... Parce que nous sommes de la même génération, Florence, donc nous ne sommes pas de la vieille génération. Même. La question, elle est, est-ce que nous, au même âge, à l'adolescence notamment, est-ce qu'on n'était pas aussi passifs? Est-ce qu'on n'avait pas une appétence aussi... Non, je ne crois pas. En tout cas, je peux vous dire que ça se disait. Je voudrais vous le démontrer. Il y a des gens qui ont fait une étude. Bien sûr, ça se disait déjà sur vous à cause de la télévision. C'est ce que disaient les profs de nous, bien sûr. Oui. Interesante. Miren, la semana pasada yo leí un artículo en New York Times, sí, en el que había un desarrollo de un estudio que habían hecho entre escolares de 10 a 14 años, en los que se relacionaba, la conclusión es que se relacionaba los ingresos que había en la casa, los ingresos familiares, con el nivel de utilización o no de los soportes digitales. Voy a traducir ahora. Il a lu dans le New York Times une enquête auprès des 14-16 ans, oui. 10-15 ans, 10-14 ans. Vous comprenez l'espagnol, non? Non, allez-y. Dans lequel on faisait une étude, on mettait en relation les revenus avec l'utilisation des supports digitaux. Y había la conclusión era que cuanto mayor renta había en casa, la utilización de los dispositivos digitales en ese segmento de población era menor. Donc, plus les revenus étaient élevés et plus moins l'utilisation était importante. Había una decisión de los padres, claro, con un nivel de renta superior, de que los hijos adquirieran competencias digitales a partir de cierta edad. Cuando ya tuvieran cierta formación personal y de estudios, para poder aprovechar mejor esas facilidades que nos da la tecnología, ¿no? Yo me pongo en el caso europeo, o en el caso español, o en el caso zaragozano, y me parece que todavía no estamos en ese estadio, ¿vale? Y me parece que la escuela en Zaragoza y la escuela en España, por lo general, reproduce lo que es nuestro trabajo, ¿eh? O sea, la masiva utilización de los soportes digitales devienen en que nuestro trabajo ya es mucho más líquido que en décadas pasadas, y por lo tanto, nuestra manera de entender el mundo, y nuestra manera de trabajar y de relacionarnos con los demás en casa y en la escuela es absolutamente diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Plus on a d'argent et plus on limite l'utilisation, ou on décide de retarder, on éduque à l'usage et on décide de retarder l'utilisation d'une nouvelle technologie sans préparation en amont. Et surtout avec les enfants qui étaient plus âgés. Voilà. On attendait d'avoir des enfants plus âgés et Voilà. plus formés pour pouvoir avoir accès à cette technologie. Et en Espagne, on n'est pas encore à ce stade-là. La société espagnole est particulièrement addicte. Il ne l'a pas dit comme ça, mais... On promeut le caractère massif de l'utilisation. Voilà. La consommation. On a aussi des codes. Alors pourquoi c'était liquide, c'est ça? Líquida en el sentido, utilizamos ese nombre habitualmente en sociología porque las fronteras ya no son estancas. Sí. De manera que las fronteras entre el cole y lo que no es el cole, el trabajo y lo que no es el trabajo, la casa y lo que no es el trabajo,
bueno, se encoge, se extiende, etc., ¿no? Les écoles en Espagne donc, ont été arrivées à ce dont tu parles, donc liquide, c'est-à-dire que tout était poreux entre la maison et l'école. Tu vois de quel article ici? Oui, puis il y a un autre article aussi qui évoquait, qui doit venir à peu près de la même source, qui évoquait aussi quelle est la première source d'information des jeunes adolescents de 15-18 ans, c'est les vidéos YouTube. C'est-à-dire que lorsque j'ai une question que je me pose, je commence par aller voir une vidéo pour chercher la réponse. Et puis pour revenir à ce que disait notre ami, il y a une histoire des technologies, que ce soit le livre, que ce soit la télévision, que ce soit l'Internet, les premières personnes qui ont été équipées sont ceux qui ont de l'argent. Et on l'a vu dans l'histoire de l'équipement. Les premiers qui sont équipés. Et pourquoi? Parce que c'est aussi une histoire de pouvoir sur la société. Donc un usage maîtrisé des technologies me permet de garder le pouvoir. Par contre, si j'ignore ça, je perds le pouvoir. Et il y a une grande crainte qui s'exprime aujourd'hui en France par même nos élus sur le territoire français, qui commencent à craindre que justement il y ait des problèmes de pouvoir du fait de ces usages qui sont incontrôlés. Et donc, effectivement, les gens qui ont une certaine, je dirais, une certaine aisance intellectuelle et financière, les deux là ensemble, ont tendance à mieux maîtriser cet usage. Mais il faut être prudent parce que c'est une donnée statistique, mais nous avons aussi beaucoup de parents qui ont des vies extrêmement agitées par leurs besoins professionnels, qui laissent leurs enfants à la dérive face à ces technologies. Il y en a quelques-uns aussi, et qui sont très démunis. Ce que l'on sait par contre, et c'est une étude, alors ça se fait sur le territoire français, mais pour conforter ce que vous dites, on compare les temps d'utilisation des médias passifs par rapport aux médias interactifs. Je suis prudent. Ah ben ça dépend. On a croisé l'usage de la télévision et l'usage d'Internet par rapport aux catégories socio-professionnelles, par rapport au niveau de vie, par rapport à l'argent. Les enfants des familles plus aisées utilisent plutôt Internet, les enfants des familles les moins aisées utilisent la télévision. Regardent plus la télévision. Et la télévision n'apporte pas les mêmes informations, surtout la télévision actuelle, par rapport à celle qu'on a connue il y a 35-40 ans, qui avait plus de vertus pédagogiques. Et donc, si vous voulez, il y a effectivement un vrai problème qui est lié à la capacité qu'ont des adultes à comprendre eux-mêmes l'environnement. C'est qu'il faut que les parents, aussi les adultes, soient éduqués à ça, et ceux qui ont le plus de moyens intellectuels et financiers ont plus de chances, effectivement, dans ce domaine-là. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je voudrais quand même donner un point de vue différent. C'est que je vois beaucoup de pessimisme, beaucoup de dangers, mais le numérique, il y a beaucoup d'opportunités aussi. Oui. Et j'entends toujours tout le monde parler des dangers, c'est l'apocalypse, c'est l'enfer, c'est tout ça, mais j'entends personne parler des opportunités. Alors que les gamins, je crois qu'ils voient les opportunités, tandis que les parents, ils voient les dangers. Alors il faudrait peut-être les écouter pour voir ce qu'ils comprennent comme opportunité et filtrer un peu. Et nous dire, oui, ça c'est une opportunité, mais il faut faire comme ça. À la fin, on a les parents, il faut les guider. Oui, bien sûr, il faut les guider, mais là, ce qu'on a entendu aussi, c'est une certaine inquiétude face au tout numérique, par exemple à l'école, sur le tout numérique pédagogique. Visiblement, enfin, c'est quelque chose qu'on entend un peu partout. Non, moi, je suis complètement de votre avis, mais est-ce que les parents sont réellement préparés à ça? C'est surtout une question d'âge. Une question d'âge, et puis quelque part, là je vois la société espagnole, je la connais depuis maintenant 9 ans, presque plus que la société française ces dernières années. Je vois que finalement c'est aussi un moyen pour des parents d'être tranquilles, c'est rassurant. C'est rassurant ou pas, mais d'être tranquille, oui. Voilà. Oui. Moi, dans les restaurants et partout, on voit des gamins à manger avec le truc. Puis... Oui. Comme ça, les parents peuvent parler entre eux avec le téléphone aussi. Et nous, actuellement, finalement, ce qu'on disait avec Pilar, lorsqu'on fait une formation pour les cyber-experts sur les risques, etc., pour nos élèves de 6e, c'est le niveau 6e, le niveau 6e, ils n'ont pas le choix. C'est une formation qu'on leur impose. Après, lorsqu'on organise des charlas, des conférences, on invite les parents, mais on a combien
C'est-à-dire cinquantaine de parents pour combien d'élèves? Voilà, pour 1129 élèves. C'était bien, mais voilà, il y a quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on arrive à travailler ensemble par rapport à ça? Je pense qu'il faut entendre aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans les établissements scolaires, il faut aussi que nous ayons du dialogue avec les enfants sur les bons usages. Vous avez évoqué tout à l'heure, il y a quelque chose de très intéressant que vous avez évoqué tout à l'heure, moi je l'ai observé, c'est quand les enfants travaillent à la maison avec l'ordinateur. Il y a deux façons de travailler. C'est où je fais du copier-coller, ou je fais de l'échange et de la comparaison avec mes autres. Apprendre à travailler à plusieurs, même à distance, pour comparer. Toi, tu as trouvé ça, comment tu as fait pour trouver? C'est bien plus intelligent que de faire, donne-moi ton résultat, comme ça j'aurai une bonne note. Mais ça suppose que, par exemple, lorsque les élèves ont fait le travail, qu'ils rentrent à l'école, qu'on leur demande, est-ce que tu as eu la bonne réponse? Eh bien évidemment, ils ont intérêt à copier. Et si par contre on lui dit, comment tu as fait pour avoir la bonne réponse? Et qu'il est capable d'expliquer, alors peut-être qu'on peut changer les façons de faire. Vous voyez? Et ça suppose un gros travail aussi de la part des enseignants, quand ils demandent du travail à la maison, sachant qu'il y a ça, et de faire confiance aux enfants pour qu'ils inventent des bonnes façons de faire. Et peut-être faut-il, avec des adolescents plus grands, peut-être en sixième, les positions que vous voyez en sixième sont intéressantes parce que les sixièmes sont très vulnérables parce qu'ils découvrent. Les petits de 11 ans, ils découvrent, donc ils sont assez vulnérables. Mais au-delà, c'est intéressant de les faire participer à l'élaboration même des pratiques avec nous en disant, eux, comment ils font. Une anecdote sur la première année où on a fait cette formation de cyberexpert. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on le fait, ou 3. Voilà. Donc on assistait à une des conférences et la police nationale expliquait Instagram, expliquait tout ça. Et on a découvert à ce moment-là qu'il y avait une de nos élèves, je vois de qui je parle, Pilar, une de nos élèves qui avait 250 amis sur Instagram, ou je ne sais plus quelle application, et elle n'en connaissait aucun. Bon, on a quand même prévenu la famille pour voir un petit peu certaine vigilance sur ça. Donc voilà, et la famille elle-même nous a remercié d'avoir été informée. Comment ça se fait que la famille ne sait pas que la fille en premier est sur Instagram et qu'elle ne sait pas qu'elle a 250 types qui ne connaissent pas? Comment ça se fait? Alors justement, le problème, c'est des parents. Justement, est-ce qu'on peut vous poser la question des usages très du bonne numérique? Merci. En quoi ces usages du numérique modifient les relations familiales? Est-ce qu'on parle d'ancienne génération, on parlait du temps de la télé, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, parce que vous l'avez dit très justement, à la fois de manière positive sur ce que ça permet d'approfondir à la maison avec l'outil numérique, mais aussi vous, en point de vigilance, parce que vous êtes vous-même à utiliser le téléphone et la communication par un message, d'ailleurs qui ne le fait pas, et quelque part de modéliser une attitude pour votre enfant qui, bien sûr, a envie d'écrire aussi, parce que c'est peut-être ça aussi. 1000 messages dans l'heure, c'est peut-être en effet beaucoup, mais... Pardon? Ah ben dans WhatsApp, c'est faisable. WhatsApp permet de le faire. Oui, WhatsApp permet de le faire. En tout cas, 1000 messages transmis, c'est effectivement plutôt perturbant, mais en quoi ça modifie les relations? On a parlé du restaurant et de cette tablette qui s'insère, mais d'autres, j'aimerais bien vous entendre. Oui, je crois que ça modifie vraiment les relations familiales. D'un côté, pour voir le côté positif, évidemment, ça nous rapproche et ça permet une communication qu'on n'avait pas avant. On a probablement tous un groupe de WhatsApp familial avec les frères, sœurs, parents et tout ça. Mais d'un autre côté, pour la famille entendue comme papa, maman et les enfants, moi, je me retrouve moi-même à imposer des nouvelles normes à la maison, qu'il faut commencer par suivre les parents, parce qu'à côté du classique, on n'allume pas la télévision pendant les repas, et il faut introduire, on ne touche pas au téléphone portable pendant les repas, parce que sinon on serait tout le temps à écrire ou à parler ou à chercher, ou parce qu'on a aussi c'est une réaction impulsive. On parle de je ne sais pas trop quoi, et même des choses historiques ou des choses culturelles qui peuvent être super importantes. Non, mais à quelle année
je ne sais pas moi, l'année du décès de quelqu'un. Et puis comme on ne se souvient pas, ben, on va au téléphone qui est à la tablette pour chercher sur Internet. Et alors ça peut être très positif, mais à la fin ça coupe aussi. Alors bon, je trouve que oui, que ça change beaucoup les relations. Je trouve que dans l'espace de 10 ans, tous les repas ont changé. Mais même entre adultes, il y a 10 ans, tout le monde avait son téléphone et parlait avec son téléphone ou communiquait avec son téléphone. Maintenant, les gens le laissent de plus en plus de côté. Et je trouve que, moi j'ai des adolescents, et bien, ils font pareil. Alors qu'avant, tout le monde était à pianoter, maintenant c'est terminé. Et je passe des repas, moi j'ai pas de téléphone. Hein. Donc je passe des repas avec tout le monde qui ne téléphone pas, quoi. Enfin, qui n'appelle pas. Donc je trouve qu'il y a un changement. Et je pense que peut-être que petit à petit, la société fera qu'on va se réguler de soi-même à le faire, parce qu'on a besoin d'avoir une relation directe avec la personne qui est avec nous. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je l'ai ressenti. Hein. Et pareillement, au début, quand je disais que j'avais pas de téléphone portable, les gens étaient surpris. Maintenant, ils sont envieux. Donc c'est étonnant, quoi. Il y a vraiment un basculement depuis 2-3 ans qui est assez impressionnant. Et est-ce que tes enfants ont un téléphone portable? Oui. Depuis quand? Ils l'ont eu à 15 ans. Un smartphone ou connexion. Ils l'ont sans datos, sans donner Internet. Sans donner Internet. Sans Internet, oui. Voilà. Oui. Je ne suis pas complètement certain du renversement que vous évoquez. Hein. C'est ce que je ressens. Je suis content que vous le ressentiez, ça me fait plaisir, mais parce que je crois que quand je regarde le comportement des adultes au quotidien, je ne vois pas ça. Quand je regarde les taux d'équipement, je ne vois pas ça. Quand je vois les âges de premier achat et les âges d'achat généralisé de smartphones pour les enfants, je ne le vois pas non plus. Mais j'espère le voir. Je milite pour vous. Moi, moi, c'est vraiment un ressenti, un vécu. C'est une expérience vraie. Hein, Oui, non, mais moi, je vous parle aussi de l'expérience vraie. Quand je dis aujourd'hui le premier achat d'un téléphone portable, alors je parle toujours pour des gens. J'ai fait le test au Liban, j'ai fait le test en France. En moyenne, c'est en gros 9-10 ans. Pour les primo-achats qu'on voit. La généralisation, c'est 11-12 ans. J'ai bien généralisation de distribution. Maintenant, ça devient un cadeau d'entrée au collège, quasiment. Hein. Et puis, la maturité d'usage, c'est 16 ans. La maturité d'utilisation, c'est 16 ans. Maturité qui amène peut-être à ce que, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais qui amène peut-être aussi à cette prise de conscience chez des jeunes. J'ai fait des interviews avec des jeunes de lycée, fin de première terminale, où ils racontent effectivement qu'au bout d'un moment, ils ont... Alors, il faut savoir que les adolescents adorent la relation interpersonnelle. Par contre, la difficulté, c'est que dès qu'on se sépare, ils la continuent sur WhatsApp. Mais c'est parce qu'en fait, ils cherchent la continuité communicationnelle. Et quand ils sont ensemble, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Quand ils sont entre eux, et même quand ils sont en groupe, entre eux, qu'ils ont des activités, et c'est pour ça qu'il faut les favoriser, ces activités, eh bien, ils mettent aussi le téléphone de côté. Ils sont entre eux, physiquement présents. Mais encore faut-il que nous préférions les voir ensemble en groupe, plutôt que de les voir à la maison discuter avec leurs amis à distance. Ou en leur disant non, tu ne vas pas avec tes amis, tu restes à la maison. C'est ce qui s'est dit hein, dans certains quartiers. On dit aux enfants, reste à la maison, je préfère que tu communiques avec tes amis avec ça plutôt que d'aller dans la rue. Ou d'aller communiquer avec tes amis. J'ai peur que tu fasses des bêtises. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais il y a des endroits où c'est comme ça. Mais ça dépend des quartiers, ça dépend des cultures. Il y a des endroits où on a une culture. Et ici, vous avez la chance d'avoir une culture dans laquelle on est très souvent dehors. Et où les gens ont l'habitude de... J'habite dans une ville qui n'est pas toujours aussi facile à vivre qu'à Lyon en France. C'est vrai qu'il y a des quartiers où on dit vaut mieux éviter et il vaut mieux rester à la maison le soir. Quoi. Vous voyez? Ça détermine la façon de vivre. Ça, c'est plus difficile. Hein. Quel est selon vous le rôle de l'école, de manière générale, ici à Molière, Saragosse, mais de manière générale dans cette société? C'est une tâche de l'école et des parents en même temps, d'accord? À l'école, je pense que
c'est ouvrir les yeux aux jeunes au monde du numérique, de savoir comment utiliser toutes les ressources, d'accord. Et surtout, ce que vous avez dit avant, c'est que ils ont accès à tout le monde, à toutes les bases de données. Mais le plus facile, c'est de copier-coller. Hein, je travaille dans une université, il y a des profs qui me disent que les étudiants dans les derniers cours les font. D'accord. C'est facile de l'attraper, d'accord. Mais je pense que l'école doit doit faire apprendre les étudiants comment chercher entre des différentes bases de données et comment faire des conclusions, comparer et tout ça. Et mettre les opinions aussi, mais pas seulement coller et copier, d'accord, comme vous avez dit. Et aussi utiliser tous les types de ressources, je ne sais pas. Mais en général, c'est ça. Faire la recherche, je dirais. Faire la recherche. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit aussi qu'il attendait de l'école qu'il ne fasse pas comme à la maison et qu'il garde une certaine distance malgré tout. Il y a quelqu'un qui avait dit ça tout à l'heure, il me semble bien. De savoir aussi modérer, faire un usage modéré du numérique à l'école. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le degré d'intensité? Est-ce qu'il faut vraiment le mettre tout le temps? Parce que vous avez l'air de... quelqu'un nous disait tout à l'heure, je crois que c'est pas si c'est vous qui disiez, j'ai mis mes enfants ici parce qu'on l'utilise moins que dans les autres écoles. Ah oui, je l'ai dit. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau de modération. Vous attendez que l'école modère l'usage. Oui. Hein? C'est ça. Jamais ignorer ça, mais faire en même temps d'autres choses. D'autres choses manuelles, artistiques. Dessiner, bon, je pense à ma fille, dessiner, pas les enfants de 6 ans, de 16 ans, pardon, mais ma fille, elle est être tout le temps en touchant de l'écran, d'accord. L'autre jour, je suis d'accord avec vous, quand je vais au restaurant, je ne fais jamais ça, mais je vois les autres. Et normalement, bon, tu veux parler avec ton mari et tout ça, et la fille, elle est tout le temps qui veut parler avec nous, d'accord, mais je ne lui donne jamais mon portable pour voir des dessins animés. Mais les autres le font. Ou par exemple, je vois d'autres enfants dont le parent leur mettre en... Des applications pour cuisiner. Et voilà, je mets les ingrédients comme ça, et puis pourquoi tu ne le fais pas à la maison avec des subtils réels? Alors, oui, l'autre jour, je le pensais, j'étais en train de voir, ouais, c'est parfait, mais je pensais, est-ce que tu l'as fait? Tu as essayé de faire la cuisine avec ton enfant? C'est plus de faire des croquettes, de faire et de manualité, c'est ça, hein, d'accord. Si yo tuviera que aportar algo en la visión que tiene el cole o la oportunidad que tiene el cole para los alumnos en temas relacionados con números, en temas relacionados con la parte más plástica, más artística, digamos que seguramente muchos hemos apostado viniendo a este cole, ¿no? Sería una mezcla de los dos, en el sentido siguiente. Hay un Voilà. S'il devait apporter quelque chose, justement, ce serait d'avoir un savant mélange des deux. Hay un vector que todos conocemos ahora, que es naciente, que es el tema de la Big Data, Big Data y la visualización de datos. Vale. La visualización de datos se puede realizar al final en plastilina, se puede realizar en papel o se puede realizar en bits y en imágenes. Es que no sé cómo traducir eso, te entiendo, pero no sé cómo traducirlo, Esperanza. La visualización de datos. De données, claro, a partir de los datos numéricos. A partir de A partir de données numériques. Oui. Ce qui est très à la mode, Big Data. Oui. Oui. Podemos
podemos utilizarlo finalmente para un medio habitual al uso, que es plastilina, en un papel o en lo que sea, o en la materialización de esa enseñanza numérica en la escuela en forma de visualización gráfica, en forma de medio actual del siglo XXI. De modo que liguemos a los críos al estudio numérico para un fin al final actual, para un fin en el que ellos, la vista, les entra lo primero, que es por las clásicas imágenes que tenemos ahora todos por ejemplo, los movimientos de Twitter que hay actualmente en este momento en Zaragoza y que podemos representar, ¿no? Eso pasémoslo al ámbito de los críos y, por ejemplo, pongámosle a cartografiar los árboles que hay alrededor de aquí. Y hacémosles partícipe, por ejemplo, lo siento, hagámosle partícipe mediante ese estudio numérico de una cartografía, por ejemplo, comunitaria de Zaragoza, que ya existe. De manera que yo creo que lo importante es ligar instrumentos o conocimientos antiguos, pero con el medio más actual posible, que es el medio en el que todos vivimos. Muriel, je comprends. Diego, s'il vous plaît. No, pero es que traducir, entender es una cosa, traducir es un ejercicio muy, muy duro. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos...? Utiliser le numérique pour des fonctions ou pour des objectifs que l'on cherche et qu'on peut chercher avec d'autres instruments, mais on peut aussi utiliser le numérique, c'est plus visuel et on peut même... On peut utiliser donc le numérique et on peut même faire des choses qui sont déjà faites, comme cartographier les arbres. Y sabiendo que el medio en la actualidad determina el fin. El medio que es las tecnologías digitales determina el fin. Para mí eso es fundamental. Donc le moyen qu'on a utilisé va déterminer l'objectif, la finalité que l'on obtient. Vous évoquez là une autre possibilité qui est celle que l'on développe actuellement à l'école primaire sur ce qu'on appelle l'apprentissage des algorithmes et du code, où on dit qu'on peut le faire sans matériel informatique, rien qu'en travaillant avec des objets ou avec des élèves qu'on fait circuler. Ce que l'on voit avec Scratch, ce qu'on a vu avec Scratch, on peut très bien aussi en faire toute une partie sur les tout petits quand on n'a pas le matériel, mais aussi parce qu'on veut leur faire comprendre physiquement ce que c'est que donner un ordre, une série d'ordres, de les voir exécuter, ça permet exactement de développer les mêmes logiques. Et on peut tout à fait proposer ça aussi à l'école, de le faire. On peut faire des choses avec le numérique et les mêmes choses sans le numérique. On ne peut pas tout faire, mais il y a des choses très intéressantes qu'on peut faire comme ça. Je voudrais rebondir parce que tu as évoqué l'algorithmique et le code, et on a beaucoup parlé d'usage du numérique. Le numérique, c'est aussi l'informatique, c'est aussi l'apprentissage de l'informatique. Aujourd'hui, c'est introduit dans les programmes. On a parlé de Scratch, mais par exemple au lycée, il y a un choix de spécialité. Est-ce que ça intéresse les parents qu'on propose à leurs enfants l'informatique, c'est-à-dire pour les 2 dernières années, l'informatique poussée, on pourrait le faire. Il y a des mathématiques, il y a d'autres sciences, mais il y a aussi l'informatique, ce qui est nouveau. Moi, par exemple, professeur de mathématiques, mais aussi d'informatique. Je pense que c'est aussi intéressant. Bien sûr, il y a le permis de conduire, mais c'est aussi intéressant de savoir comment on a fabriqué la voiture. Bon, et là, c'est pareil pour nos objets connectés. C'est aussi comment on les a codés, ça répond à quelle logique. Et ça permet de mieux connaître. Il y avait un livre de science-fiction qui disait programme ou soit programmé. Voilà. Donc, soit tu subis, soit tu comprends un petit peu. Alors, il ne s'agit pas d'en faire tous des experts informaticiens, mais de comprendre un petit peu comment ces objets connectés fonctionnent, ont été programmés, à quelle fin. Ils comprendront peut-être d'ailleurs globalement, ils sont manipulés sur Snapchat, sur Facebook, etc. Et que si c'est gratuit, c'est toi le produit, comme la fameuse formule. Voilà, moi, on peut en profiter aussi. Il y a les usages, mais est-ce que les parents sont intéressés pour que nous, écoles, on propose des programmes d'apprentissage de l'informatique poussée, sachant qu'on parlait d'opportunités, là, les opportunités en termes d'emploi. Il y a la compréhension de ces objets, mais il y a aussi le post-bac et le marché du travail, et que ce sont des métiers qui vont exploser. Après, oui, on m'entend.
Donc, c'est bon. Après, je voulais... Peut-être oui. qu'on peut avoir une réponse d'un parent par rapport à cette attente éventuellement de Oui. l'informatique à l'école, de l'apprentissage du code informatique. Donc on est encore dans, d'une certaine façon, effectivement, dans autre chose. Est-ce que c'est une attente que vous pouvez avoir, vous, en tant que parent? Moi, de ma part, en effet. Comme je dis, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de professions qui n'existent pas encore, qui existeront d'ici 15-10 ans, ou 20 ans peut-être. Il faut qu'ils soient préparés pour ça. Et je pense que c'est ici l'endroit où ils doivent au moins commencer à savoir. Oui, c'est un nouveau langage, c'est vrai. Et ce qu'il y a surtout, excusez-moi, une seconde, juste ce qu'il y a surtout, c'est que ce qu'on dit là, aussi bien à l'école primaire qu'au collège ou au lycée, c'est que d'un côté, il y a comprendre la logique, mais il y a aussi comprendre l'intention que un petit enfant doit savoir que ce n'est pas neutre ce qu'il a dans les mains. C'est que derrière, il y a des gens qui ont programmé quelque chose, qui ont décidé à leur place qu'ils pourraient faire ça ou pas. Et ça, c'est très influençant pour les jeunes, pour les enfants. C'est pour ça qu'on veut le promouvoir aussi. C'est pour ça que cette question se pose. Alors, à quel âge, comment, qu'est-ce, peu importe, je crois qu'il faut que tous les enfants doivent comprendre que ce sont des machines, qu'il y a des humains qui les ont programmées, et que apprendre à comprendre comment c'est fait, c'est apprendre à éviter d'être, même si c'est difficile, d'être complètement étouffé par ces technologies. Et excusez-moi, vous vouliez... Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce n'est pas seulement une question de vie professionnelle aussi, mais surtout de compréhension du monde. Parce que le numérique est dans notre vie d'une façon si intense que je pense que de la même façon qu'il est important pour un enfant de savoir qu'une poire, elle n'apparaît pas directement dans notre frigo ou directement dans le supermarché et elle ne pousse pas sur les arbre et la viande, mais c'est vrai, ou même si les produits qui sont dans des pots, s'ils viennent là, qui les met comment, et c'est important, et c'est également important de connaître comment fonctionnent tous ces appareils numériques avec lesquels on travaille tous les jours, s'ils nous manipulent ou non, mais même de ce point de vue basique de fonctionnement. Vous nous avez appris une chose très importante, madame, c'est que les poires ne poussent pas dans les rayons des supermarchés. Et c'est pas évident pour les enfants au début, ou même pour les enfants qui habitent dans les villes et qui n'ont pas ce contact avec la nature. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est le danger, c'est de s'éloigner de la réalité et d'être juste un élément virtuel au milieu du virtuel. Et ça, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur. Parce qu'on note, je trouve, enfin moi personnellement avec ma fille, une obsession par exemple pour la tablette. Donc, qui dit obsession dit désintérêt pour autre chose. Donc c'est là le véritable danger, en fait. Et l'intérêt de regarder le ciel et les nuages, je ne le vois pas trop. Et est-ce que nous sommes nombreux à regarder le ciel et les nuages? Je n'en suis pas certain non plus. Non, mais parce que nous regardons pas plutôt la télévision. Les fourmis qui montent sur le tronc de l'arbre. Après, les élèves, on le verra demain, parce qu'on a un échange avec les élèves demain, mais on a déjà commencé à travailler en amont avec eux, avec Pilar et avec Gaël. Et, on a, dans le groupe d'élèves avec qui on va travailler, on va des classes de 4e jusqu'en terminale, et on voit bien une différence, déjà. Et on a beaucoup de fratries ici, bien sûr, hein, et les grands de terminale nous disent, on a notamment un grand de terminale qui nous disait, mais moi je vois la différence entre les règles mises en place par mes parents par rapport à l'utilisation de ces appareils que moi j'ai eus quand ils sont apparus, hein, et mon petit frère qui est en 4e, qui a déjà le smartphone, alors que, etc., et le changement de posture, et le peu d'intérêt, disait-il, de mon petit frère. Et comment peut-être mes parents, c'est l'élève qui disait ça, mes parents ont baissé la garde. C'était ce terme, mes parents ont baissé la garde avec mon petit frère. Est-ce qu'il vous a dit, il faudra qu'on l'interroge demain, oui, comment il fait, lui, pour suppléer aux carences de ses parents? Est-ce que lui, il se sent responsable vis-à-vis de ses petits frères et ses petites sœurs pour leur apprendre les bonnes pratiques qu'il, lui, a apprises sans ses parents, probablement?
On va lui demander de faire une tutoriel vidéo demain. sur YouTube. Tiens, pourquoi pas. Moi, je pense que l'école aussi doit amener à un moment donné une réflexion philosophique par rapport au monde dans lequel on va arriver, des intelligences artificielles. Et ça me semble essentiel pour nos élèves qui sont en terminale, d'avoir un recul et d'avoir tout un raisonnement derrière. Est-ce qu'on attend... Parce que moi, j'ai l'impression que le monde qu'on nous propose, il est élaboré par des scientifiques. Et j'aimerais que derrière, est-ce qu'on ne peut pas avoir Alors, c'est un philosophe, Éric Chadin, qui a parlé des intelligences artificielles. Justement, il appelle à ce qu'il y ait un peu plus de philo pour voir vraiment qu'est-ce qu'on voudrait derrière, qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que là, c'est des gens qui nous guident, qui nous dictent un peu notre futur. Je vous invite à chercher sur YouTube une excellente vidéo faite par nos amis canadiens sur une série d'interviews de Jacques Ellul. Jacques Ellul. Jacques Ellul est le premier, pas le premier, est un des premiers philosophes à avoir vraiment tiré la sonnette d'alarme sur l'a priori de bienfaits du progrès scientifique et technique. Et moi, j'ai une petite vidéo que j'utilise régulièrement, quand je travaille avec les enseignants, en leur montrant, il dit « Nous avons remplacé la réflexion par le réflexe ». C'est-à-dire que nous avons tendance à vouloir le résultat sans comprendre comment il s'opère. Et il dit « C'est l'effet, en particulier, de la technique ». Il dit d'ailleurs beaucoup plus, la science, elle avance certes, mais il y a la popularisation de la science, la démocratisation, les applications de la science. Vous, lorsque vous avez besoin d'avoir de l'argent liquide, vous voulez chercher des euros en liquide, vous ne vous posez plus la question. Vous allez au distributeur et vous prenez. Lorsque vous payez avec votre carte, vous ne vous posez pas la question. Et en fait, c'est devenu un réflexe. Et donc, il faut faire en sorte, en termes éducatifs, qu'on revienne, et c'est ce que dit Jacques Ellul. Alors, il est suivi effectivement Sadin et d'autres philosophes qui continuent de travailler là-dessus. Nous avons eu des échanges déjà entre nous sur quelques-uns de ces philosophes qui posent ces questions-là. Vous avez raison. Moi, ça me semble intéressant d'amener à ça, l'école amène ça, et justement aussi la programmation, l'encodage, pour pouvoir passer derrière et pas être tout le temps subir, quoi. Moi, ça me semble essentiel. C'est ce que j'allais dire. Je crois que l'école, elle a un rôle il faut absolument que nos élèves soient acteurs dans tout ce... Parce que justement, c'est ce que vous soulevez un peu, on est en train de subir, parce que c'est vrai aussi qu'on est dans une transition terrible, notre génération. Moi, mes enfants sont grands et je me demande comment je ferais si j'avais une petite fille de 4 ans, parce qu'effectivement, on est dans une belle transition. Donc nous, je pense que le rôle de l'école, c'est surtout que nos élèves réfléchissent. Donc c'est là qu'on est dans le sens critique et qu'il faut absolument continuer toute cette philosophie qu'on a, nous, sur l'école française, l'appliquer surtout au numérique. Être acteur, réfléchir, et déjà tout petit. Et je peux vous assurer que la séance de travail qu'on a eue avec les élèves vont nous surprendre. Je vous assure. Le niveau de réflexion, d'analyse et de recul par rapport à ça qu'avaient les grands était assez impressionnant, dans le bon sens. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est ce que souvent je dis aux parents quand je fais visiter l'école. Je leur dis, on a des iPads dans nos classes, on en a 4 pour faire un atelier, mais on va pas donner la tablette pour se dégager d'eux et pour utiliser et subir. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de prendre une photo, de monter, de l'utiliser en tant qu'outil. Mais c'est vrai que ce qui nous manque, c'est aussi ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire l'outil, il faut peut-être le connaître aussi et savoir comment il le fait. Et ça, c'est un travail qu'on n'a pas encore engagé. Je pense qu'il est absolument important d'avoir une collaboration entre les parents et les centres éducatifs, évidemment. Il faut absolument une meilleure formation des parents. Quand on parlait des risques d'Internet, mon fils qui est en quatrième, c'est la première promotion qu'a fait donc la formation des cyberexperts avec la police nationale et tout ça. Ils ont bien suivi, ils ont beaucoup appris.
Ils n'appliquent quasiment rien de ce qu'ils ont appris. C'est normal, ça arrive au reste des disciplines aussi. Les parents ne l'appliquent pas non plus, c'est le principal problème. Et ce que je pense, c'est que parfois, au lycée, ça ne s'applique pas non plus. Alors, je vais mettre un exemple très, très facile. Quand la police explique qu'il ne faut surtout pas, quand on se déplace, on voyage, mettre sur les réseaux sociaux une photo et dire « Ah voilà, je suis arrivée, je sais pas moi, au Danemark et je vais rester ici une semaine. » La police dit « Il faut pas faire ça. » Et c'est vrai que les parents ont fait ça et on ne devrait pas. Mais c'est vrai aussi qu'à l'école, parfois, les profs leur disent qu'ils font ça. Ou même les élèves suivent sur Instagram leurs profs. Et certains profs, oui, affichent sur leurs réseaux sociaux une photo pendant les vacances de Pâques, par exemple, qui dit « Me voilà arrivé à New York ». Et alors, c'est vrai. Et je pense que tous les deux, et parents et profs, doivent faire une réflexion là-dessus. Et c'est difficile parce que comment imposer aux profs ça? Au moins peut-être ne pas le dire, ne pas dire aux élèves. Si on a clair dans sa tête qu'on ne devrait pas faire ça, même si on le fait, on ne le dit pas. Comme si un jour on boit beaucoup trop, on ne raconte pas aux enfants que hier, lors du cocktail, là, je n'ai pas pu prendre la voiture parce que j'avais bu trop de vin. Peut-être qu'on ne raconterait pas ça à ses enfants. Mais peut-être qu'il ne faut pas raconter à ses enfants ou à ses élèves qu'on affiche une photo sur les réseaux sociaux dès qu'on arrive quelque part. Moi, je le faisais beaucoup avec mes élèves 6e, 5e, 4e. Et j'étais étonnée par voir le nombre d'élèves en classe de 6e qui ont des comptes Facebook avec, comme vous avez dit tout à l'heure, des centaines, et voire même, j'avais des élèves qui ont à peu près dans les 900 amis, enfin, entre guillemets, amis. Et donc, eux, ils affichent toujours des photos aussi qu'ils ne doivent pas se mettre. Et toujours, je leur expliquais en fait que votre premier devoir, à votre première période d'informatique, vous allez rentrer à la maison, vous allez enlever votre photo de profil, vous allez mettre des, entre guillemets, privacies. J'ouvrais le compte pour leur montrer directement comment faire ça. Mais en fait, c'est vrai que quand ils ont leur exemple de parents devant eux, ou parfois certains profs qu'ils ont en amis sur les réseaux sociaux, de voir qu'on affiche sa vie privée là où on va, c'est quelque chose de grave, surtout pour les enfants. Et ça, il faut vraiment arriver à peut-être trouver une solution. Ce que vous dites là doit nous alerter tous, parents comme éducateurs, sur comprendre ce que signifie mettre sur quelque support que ce soit, dès lors qu'on le met sur Internet, quelle est l'ampleur de la diffusion, le contrôle que l'on a de la diffusion, si tant est qu'on en ait un. Un certain nombre de gens ne savent pas, et par contre un certain nombre de nos élèves le savent, qu'on peut faire des groupes totalement privés sur Facebook. Bon, hormis le fait de la propriété intellectuelle de Facebook qui pose problème, je mets ça de côté. Mais ce qui est intéressant, nous, beaucoup de jeunes font ça dans nos étudiants, très souvent nous disent « Ah ben moi, vous savez, nous on a créé un groupe, on ne veut pas aller sur votre plateforme à vous, que vous avez mis pour faire des forums, c'est trop nul. Nous on a l'habitude de travailler avec Facebook, ça va mieux. » Mais ils disent « Oui, mais on a fait un groupe fermé. » Un groupe, parce que Facebook, moi j'ai travaillé depuis, presque au début, a fortement modifié ses règles et a donné des possibilités de paramétrage. Amusez-vous à rentrer dans les possibilités de paramétrage de tous ces outils-là pour voir qu'est-ce qui vous autorise, sans compter les règles, les règles juridiques. Mais prenez simplement les règles de contrôle. Eh bien, beaucoup de gens ne savent pas quelle est la portée, qu'est-ce que ça signifie de mettre quelque chose de public, de privé, qu'est-ce que c'est que de limiter à ses amis, quels amis on a, c'est-à-dire apprendre à maîtriser. Dans la vie sociale hors numérique, nous le faisons. Dans la rue, vous n'allez pas vous adresser à n'importe quel inconnu, tout simplement parce qu'il vous a regardé, donc ça veut dire qu'il a liké un truc, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu la même chose.
Internet, ce n'est pas la rue, ce n'est pas la cité. Donc il faut apprendre quelle est l'ampleur de ce que je mets. Il y a un problème qui a été soulevé très récemment dans la presse et dans les travaux de recherche, c'est combien de photos d'enfants sont publiées par leurs parents sur les réseaux sociaux ouverts. Je dis bien ouverts, pas fermés, ouverts. Bon. Combien de gens savent quel est le nombre de gens qui vont voir ce qu'ils mettent, si tant est que la société qui fabrique le truc vous l'autorise. Le jour où Facebook a expliqué qu'ils avaient été piratés, qu'une partie de leurs comptes, enfin pas piratés, il y avait eu un bug, et une partie des comptes était devenue publique. Il nous a expliqué qu'effectivement une partie peut être publique, une partie peut être privée. Et ça, il faut que nous l'apprenions tous, et que nous apprenions à nos enfants, et je peux vous dire, beaucoup de jeunes, moi je travaille avec des jeunes de lycée, ils me disent « Ah mais nous on a compris, hein, on sait se faire des trucs secrets, et puis quand il y en a un qui nous embête, on le met dehors, parce qu'ils sont confrontés à ça en fait. C'est l'expérience la plus riche qu'ils font, mais la plus dangereuse, c'est d'avoir dans des groupes des gens qui viennent les polluer. Et ils ont appris à faire la police à l'intérieur. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils ont la maîtrise suffisante des dimensions techniques et juridiques? C'est pas certain. C'est là que nous avons aussi un travail à faire avec la police, avec un certain nombre de juristes aussi qu'il faut faire intervenir, pour que l'on puisse mesurer l'ampleur de ce que l'on fait. Dans les compétences qu'on a pu nous observer au niveau de la pédagogie depuis ces dernières années, si vous prenez même l'observatoire de la lecture, on était sur apprendre à déchiffrer, apprendre à lire, apprendre à comprendre, apprendre à écrire. Avec le numérique, et ça il faut quand même en avoir aussi conscience, on est sur également de nouvelles compétences en plus de celles-ci, c'est également apprendre à accéder à une information. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est justement accompagner un élève, un enfant, pour trouver l'information et quel est ce chemin et faire la différence entre des informations qui sont effectivement justes et celles qui ne le sont pas. Et puis il y a une autre compétence qui pour nous est importante aussi pour le coup à la MLF, en tout cas on y tient, et ça rejoint ce que disait la directrice de l'école, sur la dimension de la publication, apprendre à publier. Qu'est-ce que ça veut dire justement écrire pour être publié, écrire pour être lu, écrire pour être valorisé dans ce que l'on produit. Donc un élève qui effectivement est acteur et qui participe, il n'est pas simplement spectateur. Donc c'est cette dimension de l'accès au savoir, l'accès à des connaissances, à des ressources, et la dimension de la publication, au sens également, encore une fois, de valorisation d'un écrit, mais de comprendre en effet où est-ce qu'on le publie, dans quel but, qui va le lire, etc. Ce sont de vraies compétences du XXIe siècle. Souvent on parle du XXIe siècle et c'est très important de l'avoir à l'esprit. On a, avec les personnels de direction, travaillé justement sur la stratégie numérique en établissement. Je me permets de faire cette précision aussi, et on s'est basé sur un rapport de l'OCDE au niveau européen, cette fois-ci, essentiellement, notamment dans certains pays d'Europe du Nord, sur les résultats en termes de plus-value des apprentissages par le numérique. Le constat est j'allais dire, presque accablant. Il ne faut surtout pas penser que le numérique permet en effet d'apporter immédiatement une plus-value. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Et dans ce rapport sont étudiés les résultats PISA. Ce sont des résultats internationaux des enfants, de jeunes enfants sur des items de compétences qui sont comparés. Et on sait que ce sont plutôt dans les pays en Asie, Singapour, d'autres, mais également dans les pays d'Europe du Nord, où les résultats sont meilleurs. Et le constat qui est fait par rapport à peut-être pour le coup le système éducatif français, mais pas uniquement, s'il y a un retard, c'est peut-être qu'il y a cette tension forte que l'on peut constater aujourd'hui entre des outils du XXIe siècle que sont ces outils numériques, mais avec une pédagogie qui est peut-être encore du siècle dernier, dans une organisation spatiale où les élèves sont les uns derrière les autres, les résultats en effet ne sont pas là. Et si Molière, cet établissement que vous avez vous choisi, continue à obtenir de bons résultats, c'est parce qu'effectivement il y a sans doute un équilibre qui est trouvé, une voie médiane qui est trouvée, avec une pédagogie la plus actuelle possible, une utilisation modérée de l'outil, pour être certain que ça puisse porter ses fruits au niveau des apprentissages. Et si on veut vraiment que l'outil soit dans une portée pédagogique forte, en termes de plus-value au niveau des apprentissages, il faut que la pédagogie même s'adapte au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai défi pour les équipes enseignantes, pour les équipes de direction des établissements, parce que c'est un travail lié aussi à la formation, aux usages même que l'on peut faire nous-mêmes de l'outil numérique. Voilà, j'allais dire, la position aussi que je souhaitais exprimer devant vous, encore une fois, chers parents,
la confiance que vous nous accordez et la confiance qui, quelque part, nous oblige, en termes de responsabilité, à en être les plus aguerris, les plus informés possibles de ce qu'est aujourd'hui le numérique dans un établissement et de la façon dont nous avons à l'appréhender. Est-ce que l'on peut parler succinctement des classes inversées? Et pour dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire des classes inversées? Dites-nous comment vous le voyez. Alors, oui, allez-y. Je suis enseignant donc et papa, et je trouve que l'entrée du numérique dans ma vie, dans mon chez-moi, augmente énormément la charge de travail de mes enfants. Et donc je pratique les classes inversées, mais avec modération en tant qu'enseignant, parce que j'ai l'impression que cette charge de travail-là, elle est exponentielle. Et que moi, comme d'autres enseignants, on se cache un peu derrière ça pour remplir, occuper, et voilà. Donc je suis pratique, mais je pratique de manière limitée à cause de ça, parce que j'ai mon expérience de papa. Donc moi, ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. C'est en gros, est-ce que vous constatez comme moi que l'usage du numérique augmente énormément la charge de travail à la maison, ou modifie vraiment le temps de travail à la maison? Je ne sais pas. Moi, j'ai passé des week-ends entiers sur des devoirs de philosophie, à l'époque où il n'y avait pas de numérique. Mais je trouve que mes enfants passent des heures et des heures sur des devoirs de physique-chimie. Je suis professeur de physique-chimie et je ne vois pas la plus-value, quoi. Voilà. Et comme j'ai pas eu de plus-value à bosser pendant 8 heures sur un devoir de philosophie. Je viens de soulever un vrai problème. Si tous les enseignants de l'établissement se mettaient à faire des classes inversées, ça aurait un effet très intéressant. Parce que ça montrerait qu'est-ce que les enseignants sont capables d'infliger à leurs élèves comme punition de travail le soir. Quand j'étais jeune professeur, quand je démarrais dans la profession d'enseignant, un jour, je discutais avec mes collègues, ils disaient que les élèves ne font pas leur travail à la maison. À l'époque, on faisait le cours en classe et on faisait le travail à la maison. Le discours habituel. Hein. Sauf que chacun disait, alors je demandais à chacun, alors toi, qu'est-ce que tu demandes? Toi, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Si vous accumuliez les 10 profs différents, chacun demandait un quart d'heure de travail, au minimum un quart d'heure, quand ce n'est pas une demi-heure, à ses enfants. Imaginez, si tous les professeurs demandent ça, mettons que sur une journée, ça fasse 6 à 7 demandes comme ça fait déjà rien que stricto sensu, au minimum 1h30 à 2 heures demandées, exigées par l'enseignant. Donc il faut bien avoir conscience que déjà, avant même qu'il y ait la classe inversée, le travail à la maison était quelque chose d'important. Les élèves sont économes. Les élèves sont économes, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir le meilleur résultat en faisant le moins possible. C'est normal. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'économiser. Et quand Internet leur permet d'économiser, ils économisent leur force. C'est-à-dire que un bon copier-coller remplace parfaitement le travail, d'accord? Alors, les professeurs ont inventé un truc terrible, c'est la classe inversée. C'est un truc absolument abominable. Sauf qu'il y en a certains qui ont compris quand même qu'il ne fallait peut-être pas non plus trop aller loin. Et ils ont fait, par exemple, certains disent, moi je ne fais que des capsules vidéo courtes et qui sont faciles, qui ne sont pas des prises de tête. Et ça ne demande pas beaucoup de travail. Parce qu'ils se sont aperçus que cette simple façon d'éveiller était intéressante. Mais il y en a d'autres qui ont prévu de faire des trucs absolument épouvantables. Ça demande quasiment 1 heure, 1 heure et demie. Vous avez 3 vidéos à voir, des documents à remplir. Ce qui fait qu'à finalement, en classe, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas besoin de travailler en classe, puisqu'ils ont fait tout le travail en dehors. Alors, je suis méchant en disant ça. Mais il faut pas. C'est le problème de l'excès. C'est le problème de l'excès et de la non-mesure. Ceci dit, il y a d'autres problèmes qui se posent. Tous les enfants ne sont pas, et on le sait depuis longtemps, on le savait, avant c'était la boîte noire, maintenant c'est la boîte c'est ouverte. Tous les enfants n'ont pas le cadre à la maison pour travailler, parce que les parents ne sont pas disponibles, parce qu'il y a de la famille qui vient le soir ou des amis qui viennent, etc. Tout le monde n'a pas le cadre suffisant, n'a pas suffisamment de place à la maison pour que l'enfant puisse travailler. Ça peut donc créer des problèmes pour les enfants. Si la classe inversée est trop lourde à porter, elle peut poser des problèmes, allant jusqu'à des problèmes d'absence de travail. Hein. C'est pour ça que certains enseignants, ils l'ont témoigné ici ce matin, font ce qu'on appelle la classe inversée dans l'établissement. Ils font la classe inversée dans l'établissement. C'est-à-dire qu'en fait, ils séparent le temps où l'enfant travaille devant des connaissances où on remplace en fait le cours du prof, et puis par contre en classe, ils font vraiment un travail d'approfondissement et autres. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités multiples. Il n'y a pas une classe inversée, il y a une multiple possibilité de faire des classes inversées. Je voudrais quand même, parce que moi je pratique la classe inversée, donc je ne voudrais pas qu'on sorte de là en pensant que c'est nécessairement une charge de travail, c'est négatif. Ça peut l'être. Je suis sur ces vidéos courtes de 5 minutes, parce que c'est quand même le format des élèves aujourd'hui, justement. Ils vont d'abord sur YouTube, donc
une notion, 5 minutes, on peut réussir à la faire passer. Et c'est surtout, moi, ce que je constate, c'est que l'élève est vraiment davantage acteur de son apprentissage et que moi, je les mets tout de suite en activité. Je gagne du temps donc sur la mise en activité et je peux vraiment être à côté d'eux et les faire progresser. Enfin, moi, si j'ai adopté la classe inversée, alors je la généralise absolument pas, mais c'est vraiment parce que je constate que ça se passe mieux qu'avant. Ça se passe mieux qu'avant moi en tant que professeur. Et pour les élèves, ils progressent mieux, davantage, plus vite. Et je peux différencier. Donc, je veux dire, c'est pour moi, c'est avant tout un véritable avantage. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai que si tous mes collègues faisaient comme moi, si tous mes collègues faisaient comme moi, je suis d'accord que là, effectivement, il y a un problème qui pourrait se poser. Mais je leur demande juste 5 minutes de vidéo et ensuite, on est sur de l'activité écrite ou autre chose, c'est plus classique, mais c'est une attention de 5 minutes. Mais voilà. Moi, en tout cas, je suis un professeur, je témoigne, je suis un professeur content de la classe inversée. Mais les parents de mes élèves, a priori, ça se passe aussi bien. Donc voilà, moi, je voulais défendre la classe inversée parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et on arrive à une certaine maturité des usages pour un enseignant qu'on n'avait pas avant. Absolument. Il y a un témoignage. On a la chance d'avoir un élève aussi parmi nous, Antonio. Maintenant, vous êtes en train de parler des classes inversées, mais j'ai pas tout à fait compris ce que c'est les classes inversées. Ah, alors et comment il fait la classe inversée? Il va vous expliquer comment il fait. Alexis, alors moi, je suis professeur de mathématiques. Je vais, si je veux introduire une notion nouvelle, un nouveau cours, ok? Eh ben, je vais d'abord faire montrer une vidéo courte. Alors moi j'ai de la chance en mathématiques, c'est que c'est pas moi qui ont fait les. Généralement, il y a d'autres collègues, il y a d'autres professeurs qui ont fait des très très bonnes vidéos et je n'ai pas à les faire moi-même, donc c'est plus facile. Je pointe, je dis aux élèves, je vous dis allez voir cette vidéo. Ensuite, je pose quelques questions sur la vidéo pour voir si vous l'avez bien vue. Et ça, cette vidéo, c'est le cours que je veux faire passer. Mais vous avez déjà vu une vidéo, tu as déjà, si tu veux, une notion avant d'arriver en classe, tu as déjà vu quelque chose, tu as déjà fait quelque chose, on peut tout de suite débattre de la notion, on peut tout de suite avancer. Et moi, si tu veux, je ne vais pas être au tableau en train de faire chapitre 1, le théorème de Pythagore, etc. Qui peut prendre parfois une demi-heure, qui peut prendre toute la séance. Tout de suite, on va aller dans la résolution de problèmes, on va être dans des exercices autour du théorème de Pythagore. Et donc moi, je te vois en train de travailler, je te vois en train de faire des exercices, je vois si ça se passe bien, je vois si tu fais des erreurs, je peux passer, toi, avec tes camarades. Voilà, c'est ça l'idée, c'est se dégager du temps pour vous regarder en train de travailler. Et qu'il y ait moins de temps où vous regardez le professeur en train de travailler. Pour être très, très réducteur, le modèle, c'est actuellement, dans le modèle traditionnel, en cours, tu écoutes et tu prends des notes, et à la maison, tu fais des exercices. Et en cours inversé, à la maison, tu écoutes le cours, et à l'école, tu fais des exercices, et tu as le prof qui t'aide quand tu fais les exercices. On avait, nous, une dernière question concernant la plus-value pour les apprentissages. J'en ai parlé un peu pour les enfants, mais selon vous, dans quel contexte et dans quelles conditions cet apprentissage est possible avec l'outil numérique? Après ce qu'on vient de se dire et de ce que vous en savez ou de ce que vous pensez en savoir. Ou ce que vous en espérez peut-être. Est-ce que vous espérez que ça peut aider vos enfants d'avoir plus de numérique dans leurs apprentissages? Vous pensez que ça peut les aider? Je pense que oui, j'espère. Je pense que tout ce qui est le plus possible qu'ils aient comment dire ça en français, plus de portes ouvertes, de choses qu'ils peuvent voir à l'extérieur, ça doit les aider et ça doit leur remplir plus leur connaissance, c'est sûr. J'espère que oui. Je pense que oui, moi. Une ouverture sur les connaissances. Exactement. Ouvrir vers les connaissances. Moi, je suis en train de faire des notes pour ne rien oublier. Je pense que, comme conclusion, que l'école, ce que j'espère, c'est que l'école, c'est une guide pour nos enfants, vers les bons usages des réseaux sociaux. Et utiliser les choses pratiques. J'ai lu que vous avez enseigné les étudiants à faire un blog, je pense, d'accord? Comment faire un blog, par exemple, ou un tutoriel en vidéo, produire en vidéo, et développer ainsi la créativité, ou comment faire une vidéoconférence, ou utiliser un logiciel. Parce que ce sont des choses qu'ils vont utiliser le lendemain, hein, après l'université, peut-être dans le marché du travail.
Et aussi, à part de ça et comme conclusion, j'aimerais aussi que l'école donne l'orientation, la guide, sur le métier du travail, le métier du futur, de l'avenir, tels que les sciences biomédicales, le big data dont vous aviez parlé avant, d'accord, ou l'intelligence artificielle que vous avez parlé avant. Alors j'espère que faire un mélange de tout ça pour que les étudiants peuvent faire la découverte. Peut-être que dans 4-5 ans, après l'université ou après la formation professionnelle, mais qu'ils savent qu'il y a tous ces mondes de technologie, d'accord, et apprendre depuis l'école, d'accord. Juste un mot sur la réforme la réforme du lycée, elle va dans ce sens-là. Avec une compréhension des objets, mais c'est aussi humanité et sciences numériques, c'est associé. Donc vous avez en même temps, alors je ne les connais pas dans le détail pour l'instant, on n'a pas les programmes officiels, mais vous avez donc un nouveau lycée où les élèves vont avoir le choix de certaines matières, de spécialités. Et dans ce choix, vous avez la compréhension des objets connectés, vous avez l'informatique, la programmation en tant que telle, vous avez une réflexion aujourd'hui sur le numérique, et ça c'est nouveau. Et alors après tout reste à faire de notre côté, mais je trouve que cette évolution est intéressante. Tous les élèves de seconde, classe de seconde, sciences auront numériques et 1h30 de sciences numériques et technologies. Voilà. Et ceux qui choisiront en première l'option et en terminale l'option auront beaucoup plus d'heures et iront beaucoup plus loin dans ces questions-là. Mais au moins en seconde, tous les élèves auront un module d'1h30. Absolument, tous les élèves, et vous avez 5 thèmes: Internet, le web, la donnée, donc le big data, la cartographie, c'est juste parce que ça répond aux questions, et la photographie numérique. Voilà. Et avec une méthodologie d'enseignement qui est centrée sur des projets, sur la possibilité des enfants de comprendre non seulement comment ça fonctionne, mais aussi de faire. Donc les enseignants doivent faire. Faire à leurs élèves plutôt. Alors, la question quand même, pour rebondir sur ce que disait Esperanza, et sur ce que vous venez de dire aussi, que vous attendez de l'école qu'on prépare les élèves à se protéger des réseaux sociaux, etc. C'était le but du cyber-expert. Il dit bien qu'ils aient suivi la formation, tous avec succès, etc. Pour autant, ils ne mettaient pas en application. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous voulez dire pourquoi j'ai l'impression qu'ils ne me suivent pas, ou pourquoi... Non, vous avez constaté que ça ne se mettait pas en application, alors que effectivement c'était quelque chose qui était plutôt intéressant, bien perçu par les élèves, c'était assez interactif. Oui, je crois que c'est comme pour les adultes, quand on connaît les risques, mais c'est beaucoup plus commode ou plus intéressant de faire une autre chose différente. Alors ce qu'ils veulent, c'est afficher leurs photos sur les réseaux sociaux. Donc là, il s'agit d'une pression sociale plus forte que l'école. C'est la tentation. Oui, probablement. Et puis c'est plus amusant, par exemple, sur les groupes de WhatsApp, se moquer des camarades, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Ou même de se prendre des photos et puis dessiner dessus, et puis hop, on envoie ça sur le groupe, mais sur un groupe qui est constitué par 90 élèves, parce qu'on s'est toujours moqué de quelqu'un à l'école, mais on se moquait de quelqu'un devant 3 ou 4 camarades qui étaient là. Là maintenant, on se moque de quelqu'un devant 90 personnes. Et je vois comment ils font ça sur le WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, ou comment ils affichent des photos. Moi, je suis les amis ou les camarades de mon fils pour savoir un petit peu ce qu'ils... Oui, pas pour connaître ce qu'ils font, évidemment. Pour moi, je trouve que c'est important pour moi de faire ça. Et ils affichent des photos. Je suis certaine qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Je suis certaine que si certaines de ces photos, les filles et les garçons, on leur disait on va afficher ça à la porte du lycée, ils ne seraient pas du tout d'accord. Et pourtant, ils affichent ça sur Instagram et ils ont 250 amis. Quand on est jeune, on a besoin de casser des choses aussi, des codes.
On a tous été jeunes. Moi, à 17-18 ans, je faisais peut-être des choses, je savais que c'était pas bon, mais on le faisait quand même. C'est une façon de grandir. Peut-être que le code qu'on leur donne là, ben, c'est les parents, c'est les écoles, c'est l'institution, mais ils ont peut-être aussi besoin de... Ben voilà, je me brûle les ailes, quoi. À mon avis, ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir conscience des dangers, mais transgresser des règles, c'est un peu des erreurs de jeunesse. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est connaître, être conscient du danger. Je pense qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais ils le font parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont envie d'exister, peut-être par ce moyen. Mais le fait de sensibiliser des jeunes sur des pratiques, je pense que ça apporte ses fruits. Un jour ou l'autre, ça va apporter ses fruits, mais bien sûr, quand on est jeune, on se permet de... Il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse attention par rapport à ce qui est visible. Il y a effectivement, est-ce que je suis visible? Mais c'est surtout aussi ne pas développer le sentiment que la popularité est importante. Les médias, les jeunes, etc., vous l'avez évoqué à plusieurs reprises d'ailleurs, vous avez dit 400 followers, etc., etc. C'est un vrai problème. Et quand les médias vous disent 10 000 personnes ont vu la vidéo, 1 million de personnes, il faut que je sois vu, il faut que je sois vu. Mais qu'est-ce qui est vu? Quel est l'intérêt de cela? Et ça, malheureusement, nous avons une forte idéologie de la popularité en ce moment qui circule en particulier dans les grands médias de masse et qui est relayée par toutes les actions. Aujourd'hui, on regarde, grâce à Internet, vous allez avoir une mobilisation très forte. Il y a eu des manifestations très importantes qui sont organisées uniquement grâce à ça, parce qu'on est populaire, on est connu, et ça permet d'être... alors, avec en plus ce que l'on appelle, vous savez, les youtubeurs professionnels gagnent de l'argent en faisant n'importe quoi. J'écoutais une émission avant-hier où on nous parlait, il y a un problème en Corée, ce sont des enfants, des jeunes qui font des concours de grosse bouffe. Ils mangent, et c'est ceux qui mangent le plus de choses en le moins de temps, et ils font des vidéos, ils se filment pendant ce temps-là. C'est très, très vu, suivi. Et plus ils font ça, plus ils sont suivis. Et il y a le ministère de la Santé a fait une préconisation pour bloquer ça, pour limiter ça, mais c'est de la folie. Mais parce que c'est cette idéologie de la popularité, il faut être populaire, il faut être connu, et ça, il faut vraiment, vraiment être très, très vigilant là-dessus, à mon avis. Ça, c'est un mauvais point. Tout à l'heure, vous avez dit, il faut apprendre à produire, mais il faut apprendre aussi que produire, c'est pas pour avoir des millions de spectateurs, mais pour avoir seulement des spectateurs qui vont vous lire, et qui vont bien vous lire, et qui vont bien vous aimer. Tu veux intervenir? Donnez-lui un micro. Il a un micro? Vas-y. Moi, je crois que ce que vous disiez là, des youtubeurs professionnels, il y a des gens, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, car il y a des gens, il y a les youtubeurs professionnels qui font ça, car s'ils ne font pas, sa première, comme, je sais pas comment le dire en français. Non, mais tu le sais bien, Antonio, tu parles très bien français. Pour les revenus. Eh bien oui, gagner de l'argent. C'est qu'ils font ça, et grâce à ça, ils vivent bien. Oui. Eh oui. Eh oui. Mais il y en a aussi qui font ça avec d'autres produits qu'ils diffusent dans la rue et qui ne sont pas très très bons non plus, tu vois. Effectivement, il faut être prudent là-dessus, tu vois. L'argent, gagner de l'argent, n'est pas le seul prétexte pour lequel on peut faire ça. Il faut réfléchir au sens qu'a la vision commerciale de l'Internet. Et tu as raison de poser cette question-là et de dire ça. Ils gagnent de l'argent avec ça. Bon, qu'est-ce qu'on dit, nous, en tant qu'éducateurs, du fait que le seul sens que l'on a à sa vie, c'est faire n'importe quoi pour peu que l'on gagne de l'argent. Et surtout beaucoup d'argent. Hein. Madame, prenez le micro. Allez-y. Oui, d'autant on parle du numérique, forcément ce sont les journées du numérique, mais tout passe par le dialogue et par la connaissance de soi, parce que tant qu'on croit que les jeunes, c'est normal, hein, on est tous là, on pense qu'on dépend de la vision des autres pour savoir ce que l'on veut soi-même, mais il y a un travail au niveau personnel, au niveau émotionnel et au niveau de la prise de conscience de soi qui doit toujours être là malgré le numérique. Parce que tant que je crois
qu'il me faut un certain nombre d'amis ou de personnes qui me suivent pour me sentir d'autant plus valorisée, mais je vais rentrer dans le jeu. À partir du moment où je peux comprendre que ce que je vaux, c'est ce que je suis en tant qu'individu, et ça passe par le sens critique, etc. Donc l'éducation morale et civique va nous aider à contourner ces problèmes dont on est en train de parler. Tout à fait. Donc l'être humain, malgré tout, devrait, à mon avis, être le premier élément devant le numérique. C'est bien que vous évoquiez cette question-là. C'est vrai que ça renvoie à l'éthique de la personne. Et quelle éthique de vie je me donne individuellement? Qu'est-ce qui fait sens dans ma vie personnelle? Et pas seulement dans la société. Oui, tout à fait. Tant que je crois que je mets ma valeur dans les mains des autres, c'est-à-dire qu'on veut être très suivi, etc., eh bien, je vais rentrer dans le jeu parce que c'est un élément et une vision personnelle à laquelle je ne peux pas échapper si je veux vraiment être dans cette société. Or, il faut donc donner d'autres outils de prise de conscience et donc de voir réellement où est l'importance au niveau personnel. Et ce qui n'est pas facile, c'est pas facile, c'est un travail personnel qui doit être choisi. Mais c'est vrai qu'aussi, quand on parle de ce sens critique et ça va nous aider à prendre conscience justement un petit peu de qui on est et où on veut aller pour se sentir plus ou moins valorisé, sans avoir besoin que les autres nous suivent ou nous approuvent, parce que c'est ça en fait. À faire des choses intéressantes ou pas, parce qu'en fait c'est ça. Alors alors là nous, quand je dis nous, c'est école et parents, à nous de donner les bons outils. Et qu'on soit d'accord sur les outils, quels outils à donner à vos enfants, à nos élèves. Parce que moi, je vois, lors, par exemple, des entretiens que j'organise avec les familles de seconde, je reçois toutes les familles de seconde en entretien individuel pour faire le point sur l'après, et il y a un grand désarroi de ces parents sur l'organisation, les méthodes la méthodologie, comment travailler de manière efficace, etc., avec tous les cas de figure, mais un problème de la gestion du temps, un problème d'un temps pas très bien... je commence à faire des hispanismes, alors je ne vais surtout pas en faire devant un élève. Du temps pas très bien utilisé, merci. Du temps pas très bien utilisé, justement parce qu'on a en même temps plusieurs supports numériques pour nous aider à travailler, mais qui nous... Voilà. Donc, je pense que là, on a un gros travail à faire. Il faut d'abord, en amont, on arrive, nous, à presque se mettre d'accord sur quels outils on va utiliser, parents et école, je crois. Pour conclure sur ce... Et la question que notre jeune ami nous a posée, et que notre collègue aussi a posée juste à côté, nous avons intérêt à réfléchir à une sorte de philosophie, je dirais, du développement humain avec ces technologies. Je pense qu'il faut qu'on ait un vrai travail à l'interne entre nous sur finalement quelle philosophie, et qu'on associe les parents dedans en disant mais finalement c'est quel humain on construit tous ensemble. Est-ce que, parce que dans ce que nous a dit notre jeune ami, c'est mais est-ce que la vision que nous avons de l'avenir, c'est gagner rapidement de l'argent à n'importe quel moyen? Or, malheureusement, la société valorise aussi beaucoup les gens qui vivent cela. Et en particulier dans le monde du sport, par exemple. Pour ne citer que celui-là, et en Espagne, c'est pas rien. Non. La pression. Vous voyez, donc, c'est une vraie question. Pas à l'encontre de la société, elle doit développer une réflexion éthique sur la société. Elle doit permettre à chacun de se positionner de manière éthique sur la société. C'est une réflexion qu'on avait encore plus dans les banlieues, quand on a travaillé dans ces pays. Encore plus. Oui, agir de façon éthique, c'est évidemment un objectif qui nous anime tous. Je pense qu'on peut se rejoindre sur cette formule et peut-être conclure, si vous voulez bien, ces échanges, conclure pour ce soir, parce que je crois que c'est surtout
le point de départ peut-être Ce n'est aussi qu'un début. Ce n'est qu'un début. de rencontres numériques, mais aussi de rencontres en effet avec tous les acteurs, vous les parents. Demain, ce sont les élèves. Comme je le disais, nous avons 3 publics qui se réunissent et c'est aussi une première fois que les référents techniques rencontrent les professeurs, rencontrent les personnels qui dirigent les établissements. Il faut que ces 3 catégories de personnel qui sont dans les établissements apprennent à travailler ensemble. Et puis je remercie Bruno de Vauchel parce que c'est aussi la présence et l'accompagnement de la recherche, des travaux de la recherche pour, d'une certaine façon, ne jamais perdre de vue dans quelle direction nous allons et comment évaluer d'une certaine façon les choix que nous pouvons faire, être certain d'être éclairé de bonne façon. Et c'est le sens aussi de sa présence, de son accompagnement pendant ces rencontres-là. Donc merci à tous, merci Monsieur le Proviseur de votre accueil, merci à et vous. des parents qui se sont mobilisés. Merci. Ouais, je voulais remercier surtout les parents d'abord de nous faire confiance déjà, ça fait toujours. Et puis de votre participation, de votre contribution. Mais comme disait Monsieur Bure, je pense que on va vous solliciter encore plus. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir invités à